Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre émission Santé pour tous. Il provoque un volume anormal de l'abdomen. Il se développe dans l'utérus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il touche 20 à 40% des femmes âgées de 25 à 40 ans au niveau mondial. Au Burkina Faso, cette maladie a une fréquence de 39% ou au-delà chez les femmes en âge de procréer. Il constitue aussi 2% des hospitalisations au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Également, il est un motif de plusieurs consultations gynécologiques et d'interventions chirurgicales. Il s'agit là du fibrome. Même s'il est qualifié de maladie bénigne par les spécialistes, il n'en demeure pas moins qu'il peut entraîner des complications, voire la stérilité chez certaines femmes. Même si pour le moment, on n'a pas d'études spécifiques sur cette maladie, on note qu'au CMA du secteur 30, sur 1162 interventions chirurgicales en 2007, 362 étaient en rapport avec la dite maladie ou les kystes de l'ovaire. Au cours de cet entretien, nous allons essayer de comprendre comment la maladie se manifeste, ses causes, le traitement ou la prise en charge, les complications, sans oublier la représentation sociale au niveau du couple et la qualité de vie des patientes. Et pour en parler, nous recevons le docteur Fidèle Nanema. Bienvenue, docteur. Merci. Le docteur Fidèle Nanema est gynécologue obstétricien au CMA, source de vie à Ouagadougou et au centre médical Tabinga de Yako. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter des personnes que nous avons interrogées sur ce qu'elles savent du fibrome. Les fibromes, pour vous, c'est quoi? Pour moi, les fibromes, c'est une maladie qui attaque surtout les femmes et qui peut même empêcher leur conception, par exemple, de grossesse comme ça. Vous connaissez des gens qui ont déjà souffert de cette maladie? Oui, au début, on l'avait donné des médicaments à traiter pour une intervention. Mais le médecin qui la prend en soin dit que c'est risqué, que si elle fait, elle pourrait en tout cas à jamais concevoir. Donc, raison pour laquelle c'est son choix. C'est à elle de choisir si elle veut continuer jusqu'à l'intervention ou bien si elle veut laisser. Mais avec la peur, elle a dit cesser. Comment elle a su qu'elle avait un fibrome? Bon, c'est juste après son mariage qu'elle a constaté qu'elle a des maux de ventre. Et c'est suite à ça maintenant qu'on a découvert qu'avec des examens approfondis, qu'ils ont su que c'est des fibromes. Et actuellement, les maux de ventre, ça persiste ou bien c'est comment? Oui, ça persiste. Souvent, même si ça démarre, elle ne peut même pas faire quelque chose. Elle ne peut même pas faire quelque chose. Elle dit qu'elle sent quelque chose qui bouge dans son bas-ventre là. Voilà. Et c'est très douloureux. Si ça la prend comme ça, en tout cas, nous-mêmes, nous souffrons à sa place. Mais vous avez entendu parler de la maladie. Elle concerne les hommes ou bien les femmes? C'est une maladie des femmes. C'est une maladie des femmes. Mais quel âge à peu près? Les 40 ans. Bon, selon moi, c'est une maladie qui attaque généralement les femmes. Voilà, c'est une tumeur, voilà, qui attaque au niveau des muscles de l'utérus. Voilà. Vous connaissez des gens autour de vous, je veux dire des femmes, qui en ont souffert ou bien qui en souffrent actuellement? Bon, pas des proches comme ça. Oui, bon. Mais en tout cas, comme on entend parler, bon, même les sensibilisations de part et d'autre, en tout cas, on sait que c'est une maladie qui est bien fréquente au niveau des femmes. Et comment ça se manifeste? Bon, pas en tant que tel, je n'ai pas eu de contact direct comme ça avec... Oui, j'entends parler ça souvent à la télé.
et à la radio seulement. Et vous savez que c'est une maladie, on va dire, qui concerne les femmes. Ou bien vous pensez que ça concerne les hommes aussi? Non, en tout cas, j'entends tout le temps parler des femmes, mais pas les hommes. Bah, en tout cas, j'ai connu des femmes qui en souffrent et d'autres même qui ont déjà souffert. Voilà, d'autres même ont suivi même des interventions sur ça. Et qu'est-ce que vous avez pu apprendre là-dessus pendant que ces personnes souffraient de cette maladie-là? En tout cas, je n'ai pas causé avec eux, donc je ne peux pas vous donner des explications sur ça. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous n'avez jamais entendu parler des fibromes dans votre entourage, à l'hôpital? Non, non. Un fibrome, c'est une tumeur bénigne qui se développe au niveau de l'utérus d'une femme. Vous connaissez des gens qui ont déjà eu ça? Si, je connais beaucoup de gens. On les a opérés même pour ça. Quand c'est trop gros et puis ça dérange, ça peut envoyer des saignements chez la femme. Donc, il faut l'enlever. C'est une maladie qui concerne les femmes, les hommes, selon vous? Non, c'est une maladie qui concerne les femmes. Puis ça se développe au niveau de l'utérus, comme les hommes n'ont pas d'utérus. Sans plus tarder, nous entamons la deuxième partie de l'émission à travers la rubrique Entretien. Docteur Nanema, vous venez de suivre un élément sur la connaissance du problème au niveau dans un centre médical justement dans lequel nous avons été. Nous avons interrogé des personnes concernant donc leur connaissance sur la maladie. Donc, quelle est votre réaction? Dans un premier temps, permettez-moi de vous dire merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe d'Impact TV, depuis le premier responsable, pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur un sujet qui est d'actualité, le fibrome utérin. Pour revenir à la question, le fibrome utérin est encore appelé myome ou fibromyome, tout est la même chose. Alors, c'est comme l'a dit la dame dans le reportage, c'est une tumeur bénigne, c'est-à-dire qu'elle est non cancéreuse et elle se développe aux dépens de l'utérus. Une tumeur, c'est quoi? Alors, une tumeur, c'est une espèce de masse. Ça veut dire que la maladie se manifeste sous forme de boule qui se situe dans l'utérus. Alors, le nombre peut être variable, la taille aussi peut être variable. Et ces boules-là ne sont pas du tout du cancer. C'est pour ça qu'on dit que c'est une tumeur bénigne et elles peuvent concerner toutes les parties de l'utérus. L'utérus étant cette espèce de sac dont le rôle est de contenir le bébé pendant la grossesse et de se contracter pendant l'accouchement pour permettre l'expulsion de celui-ci. Alors, on entend également parler de myome par moment. Est-ce que c'est la même chose que les fibromes? Ce que je venais de dire tantôt, myome, fibrome, fibromyome, léimyome, c'est exactement la même chose. Cette maladie est-elle chronique? S'agit-il d'une maladie infectieuse? C'est quel type de maladie exactement? Une maladie infectieuse, c'est une maladie qui est causée par un agent pathogène, c'est-à-dire par un microbe. Ce n'est pas du tout le cas du fibrome. Et une maladie contagieuse, c'est une maladie que l'on peut transmettre. Exemple de maladie contagieuse qu'on a vécu récemment, c'est le coronavirus. Nous ne sommes pas du tout dans ce registre-là. Le fibrome n'est pas une maladie infectieuse et n'est pas une maladie contagieuse. Par contre, on peut le porter de manière chronique. Quand vous dites qu'on peut, on peut porter cette maladie-là de manière chronique, qu'est-ce que cela sous-entend? En termes de médecine, on parle de chronicité quand on a une pathologie qui dure au-delà d'un certain nombre de mois, en général 3 mois. Alors que le fibrome, je vous l'avais dit tantôt, c'est des boules qu'on a dans l'utérus qu'on peut garder même toute la vie. Et ces boules-là, elles peuvent se présenter comment? Ça peut être, je veux parler de la forme. Elle peut avoir quelle forme exactement? En général, elles ont une forme arrondie. La localisation, vous avez dit qu'en général, ça se trouve au niveau de l'utérus. Quelle partie de l'utérus? Les parties de l'utérus peuvent être concernées par les fibromes. Alors, on définit essentiellement
3 types de fibromes, justement, selon la localisation sur l'utérus. J'ai avec moi ici une maquette de l'utérus et vous voyez par là, la partie interne de l'utérus. C'est à ce niveau-là que le bébé est censé être. Donc, on peut avoir des fibromes à ce niveau-là. Ce sont les fibromes les plus dangereux. Ils sont dits... Le bébé doit être logé. Le fibrome se met là. Voilà. Ces fibromes sont appelés fibromes endocavitaires ou sous-muqueux. On peut avoir d'autres formes dans l'épaisseur même du muscle utérin. Et ces types-là sont dits interstitiels ou intramuraux. Et le dernier type, c'est des fibromes qui se mettent derrière l'utérus. Ils peuvent être reliés à l'utérus par une base qui est large ou par un pédicule. Voilà. Donc, toutes les parties de l'utérus peuvent être concernées par le fibrome. Et comme je le disais, on peut avoir le nombre qui est variable allant d'un à plusieurs fibromes. La taille aussi peut aller de la tête d'une épingle à celle d'un melon. En ce moment, si le fibrome se situe au niveau de l'utérus, quelle est la place du bébé alors? Là, on va directement au niveau des complications. Parce que si le fibrome se met à la place du bébé, d'abord, ça veut dire que le bébé peut ne pas arriver, la grossesse peut ne pas arriver parce que il a perdu droit de siège et aussi, on peut malheureusement avoir des fausses couches. Les fibromes sont causés par quoi? C'est là que nous allons beaucoup décevoir parce que jusque-là, on ne sait pas la cause exacte des fibromes. Beaucoup incriminent des facteurs hormonaux, des facteurs liés aux hormones de croissance ou des facteurs raciaux. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui provoque le fibrome. Par contre, on a des facteurs de risque. Ça veut dire que c'est des éléments qui, lorsqu'ils sont là, font de vous une personne à risque de développer cette pathologie plus qu'une patiente ou une personne qui ne présente pas ces facteurs de risque. Et quelles sont ces personnes à risque-là? Alors, le premier facteur de risque, c'est l'âge des premières règles, inférieur à 12 ans. Si vous avez vu vos premières règles avant l'âge de 12 ans, vous avez plus de malchance d'avoir un fibrome qu'une autre qui a eu ses règles après 12 ans. Cela veut dire qu'on est plus exposé Tout à fait. à la maladie. Le deuxième facteur, c'est l'obésité. L'obésité, c'est lorsqu'on est en surpoids. Voilà, on est beaucoup plus à risque de développer un fibrome. Le troisième facteur, c'est lorsqu'on n'a jamais eu d'enfant. Il y a un adage en médecine qui dit qu'un utérus qui n'a jamais porté de grossesse finira par porter des fibromes. Donc on a remarqué que chez les femmes qui n'ont jamais fait d'enfant, on recrute le plus grand nombre de celles qui sont à risque de faire des fibromes. Aussi, comme autre facteur, on a le critère familial. Ça veut dire si dans votre famille, votre mère a déjà eu un fibrome, vous avez beaucoup plus de chances ou de malchance de développer le fibrome par rapport à une qui n'a pas de notion de fibrome dans la famille. Il y a aussi le critère racial. Ça veut dire lorsque vous êtes noir, la peau noire, vous êtes plus à risque de développer le fibrome qu'une personne qui est de race blanche. Est-ce à dire qu'on fait plus de fibromes en Afrique qu'en Occident? On fait plus de fibromes en Afrique qu'en Occident. Ça, c'est ce que les études ont démontré. Pas seulement en Afrique. Quand on parle de la race noire, on pense aussi aux Noirs américaines. Qui est susceptible d'avoir donc des fibromes? Alors, toute femme en âge de procréer qui présente les facteurs de risque suscités là peut développer des fibromes. En général, ces fibromes-là apparaissent après l'âge de 30 ans. Mais comme on le dit, on a vu des fillettes qui ont développé des fibromes avant. Autour de moi, j'en ai vu également des femmes d'un certain âge, on va dire même des femmes du 3e âge qui ont eu des fibromes. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation-là? Comme on l'a dit, on ne connaît pas la cause exacte, mais on a remarqué que les fibromes apparaissent en général après l'âge de 30 ans. Et elles régressent très souvent, sans pour autant disparaître complètement après la ménopause. Donc, tant que vous n'êtes pas ménopausé et que vous êtes en âge de procréer, vous pouvez développer à tout moment un fibrome utérin.
Mais docteur, je reviens donc au cas de la femme enceinte. Est-ce qu'il peut arriver des moments où on a un fibrome, mais il y a également une grossesse qui est là? Est-ce que les deux peuvent évoluer ensemble? Oui, les deux peuvent évoluer ensemble sans problème. Mais très souvent, quand on est enceinte et qu'on a un fibrome, le fibrome agit sur la grossesse et la grossesse aussi agit sur le fibrome. Quand est-ce qu'on peut dire exactement qu'une femme a un fibrome? Dans l'utérus, je veux dire. La plupart des fibromes sont asymptomatiques. Ça veut dire que ces fibromes ne s'accompagnent d'aucun signe. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie silencieuse? Plus ou moins, elle peut être silencieuse. Et la plupart, plus de 70% des cas de fibrome ne s'accompagnent d'aucun signe. Et maintenant, pour revenir aux signes qui pourraient attirer notre attention et nous orienter vers un fibrome, le principal signe, c'est le saignement. Très souvent, c'est des femmes qui vont avoir des règles très abondantes, des règles qui se prolongent dans le temps, qui s'accompagnent de caillots sanguins. Le deuxième signe, c'est la douleur. On peut avoir des douleurs dans le bas du ventre, ça peut être des douleurs au niveau du bas du dos, ça peut être des douleurs occasionnées par les rapports sexuels. Le troisième signe, il y a des femmes qui vont sentir une masse au niveau de leur bas-ventre. D'autres vous diront que j'ai comme l'impression que quelque chose bouge dans mon ventre. C'est ce qui a été dit dans l'élément que nous avons. Tout ça, c'est des signes qui peuvent orienter vers un fibrome. Ça peut aussi être une augmentation du volume de l'abdomen. Ça veut dire, quand on voit la patiente, on a l'air qu'elle est enceinte. Il y en a même qui ont le ventre qui a tellement augmenté de taille, on croirait qu'elle est à terme, alors qu'elle n'est pas du tout enceinte. On peut aussi avoir une femme qui a l'habitude, ça veut dire qu'elle a une envie fréquente d'uriner. Voilà, la vessie se remplit rapidement, liée au fait que, comme il y a des fibromes qui compriment un peu la vessie ne se remplit pas complètement. À tout temps, elle sera amenée à uriner. On peut aussi avoir une constipation liée au fait que le fibrome comprime les intestins et elle ne peut pas avoir les selles convenablement. Vous avez parlé de la durée donc, du cycle menstruel. Il devient plus long. Ça peut aller jusqu'à combien de temps? Les règles, normalement, on saigne entre 4 et 5 jours. Mais il y a des patientes qui saignent anormalement pendant 2 voire 3 semaines. Voilà. Donc, quand on a une patiente qui saigne comme ça ou qui a des cailloux, c'est bien qu'elle consulte. Et très souvent, l'examen clinique ou l'échographie pose le diagnostic de fibrome. Cette maladie, docteur, c'est une maladie de riches ou bien une maladie de pauvres? Toutes les femmes, quel que soit leur niveau social, sont exposées au fibrome ou bien il y a une part des choses? On ne connaît pas exactement la cause, mais déjà, si vous êtes exposé aux facteurs de risque, riche ou pauvre, vous pouvez développer un fibrome. Qu'en est-il donc de la prise en charge des fibromes au Burkina Faso? Est-ce qu'il existe des traitements auxquels donc les femmes qui peuvent être administrés aux femmes qui souffrent de fibromes? Disons qu'on dispose quand même d'un plateau technique adéquat pour la prise en charge des fibromes. Et cette prise en charge-là, je répète encore, on ne touche qu'aux fibromes qui font parler d'eux. Tant que le fibrome est asymptomatique, ça veut dire s'il ne s'accompagne d'aucun signe, on laisse la dame tranquille. On ne s'occupera que des fibromes qui s'accompagnent du signe qui joue sur la qualité de vie de la patiente. Ça veut dire qu'on peut avoir un fibrome dans l'utérus et vivre avec pendant toute la durée de sa vie? Exactement. On peut porter un fibrome toute la vie sans que ce fibrome ne fasse parler de lui. Et même faire des enfants. Et même faire beaucoup d'enfants sans avoir de problème particulier. Si on en voit souvent. Ça dépend très souvent de la localisation et du type de fibrome dont on avait tantôt parlé. Si vous avez un fibrome qui est derrière l'utérus, qui est isolé, il ne fera pas de problème. Donc vous aurez souvent l'impression que quelque chose bouge dans le ventre. Pour celles qui font attention à ce qui se passe en elles, qui observent bien le corps, sans quoi on pourra porter des fibromes. Et beaucoup de fibromes, justement, sont découverts au cours d'un examen systématique ou d'une échographie systématique, sans que la femme ne soit venue
pour ça. Mais en ce moment, donc, qu'est-ce que vous dites donc à la patiente? Tant que le fibrome n'est pas symptomatique, on rassure la patiente et on pourra lui proposer un suivi régulier, c'est-à-dire une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Vous avez dit que tant que le fibrome ne dérange pas la patiente, on le laisse là où il est. Mais on entend également parler donc de traitement à base de laser. Qu'en est-il exactement? Au niveau du Burkina, est-ce que c'est disponible? Et puis... Il y a plusieurs types de traitements qui existent, mais au Burkina Faso, nous ne disposons pas pour le moment de ce type de traitement qui utilise souvent des ultrasons ou le laser. Au Burkina Faso, nous traitons médicalement, ça veut dire pas les médicaments, et aussi on peut avoir recours à la chirurgie. Et le traitement par les médicaments, dans un premier temps, on va utiliser des traitements pour lutter contre le saignement dont on a parlé. On pourra utiliser des traitements pour arrêter la douleur. On peut aussi utiliser des traitements pour obtenir une réduction de la taille des masses dont on a parlé, donc de la taille des fibromes. Et là, c'est à base de traitements médicamenteux, qui sont disponibles sur la place du marché, et les coûts sont variables. Donc, on trouvera des médicaments contre la douleur qu'on pourra avoir à vil prix. Par contre, il y a d'autres types de médicaments qu'on utilise pour le traitement à proprement parler des fibromes, c'est-à-dire en visant une réduction de la taille de la tumeur. Ces médicaments coûtent assez cher, plus de 100 000 en général. Nous allons toujours rester donc au niveau du traitement. Alors, nous sommes en Afrique et on se soigne beaucoup avec les plantes. Alors, est-ce qu'au niveau du Burkina Faso, est-ce qu'il y a des plantes pour soigner les fibromes? Je vais être prudent à ce niveau parce que le type de médecine que nous pratiquons, c'est ce qu'on a appris. Donc, je sais qu'au niveau de la pharmacopée traditionnelle, il y a probablement des médicaments qui peuvent réduire convenablement la taille de certains fibromes, mais ne sachant pas exactement le principe actif, je ne pourrais pas trop me prononcer dessus, quand bien même je sais que c'est possible que certains médicaments aient un effet bénéfique sur le fibrome. Qu'en est-il donc de la chirurgie? À quel moment on a recours à la chirurgie pour faire face à un cas de fibrome? On aura recours à la chirurgie lorsque le fibrome est symptomatique. Nous prenons l'exemple d'une femme qui saigne abondamment. On a vu des cas où à chaque fois, à chaque règle, la patiente se vide presque de tout son sang, obligeant souvent à ce qu'on la transfuse. Donc elle fait ce qu'on appelle une anémie. Une anémie. Lorsqu'on saigne abondamment, on peut être amené à proposer une chirurgie à cette dame. Il y a aussi des patientes qui n'arrivent pas à avoir de grossesse, lié au fait que, comme je vous l'avais dit, la fécondation a lieu et quand l'œuf descend dans la cavité, elle perd droit de cité parce qu'il n'y a pas de place pour la nidation. Quand l'œuf descend, le fibrome, qu'est-ce qu'il fait? Il l'engloutit? Puisque le fibrome, il a pris la place. Quand l'œuf arrive, il n'y a pas de place pour se fixer. Donc, malheureusement, cette femme fera une fausse couche. Voilà. L'œuf est expulsé, on va dire. Tout à fait. Donc, dans ces situations, on peut être amené à intervenir. Il y a aussi des fois où la patiente a très mal. Des douleurs intenses, atroces. Douleurs intenses. Elle peut avoir une compression des organes de voisinage. Ça peut être la vessie devant qui fait que tout le temps elle a envie d'uriner. Ça peut être le rectum derrière qui lui fait des constipations. Ça peut être même les vaisseaux qui font que quand on voit la femme, elle a tout le temps des œdèmes. Ça veut dire que les pieds les s'enflent. Donc, tout ça, c'est des symptômes qui font que si la femme là n'a pas une bonne qualité de vie, associé à un désir de grossesse, souvent on peut être amené à lui proposer une intervention. Et en général, pour ce qui concerne les interventions chirurgicales, il y a essentiellement 2 types. Le traitement dit conservateur et le traitement radical. Le traitement conservateur, on va le proposer à la patiente qui a encore envie de faire des enfants. Ça veut dire, ça consistera à aller enlever les fibromes tout en laissant l'utérus sur place. Ce type de traitement permettra à la patiente de faire ses enfants plus tard. Par contre, il y a le traitement radical qui consistera à aller enlever l'utérus. L'utérus, c'est le support sur lequel
se développent les fibromes. Donc, lorsqu'on retire l'utérus, la femme ne pourra plus avoir de fibromes puisqu'il n'y a pas de support. Donc, ça, c'est un traitement définitif et radical. Malheureusement, derrière, s'il y a un désir de grossesse, ce n'est plus possible. Voilà. Et pour ce qui concerne le traitement conservateur, il y a aussi la récidive. Ça veut dire d'autres fibromes peuvent revenir derrière. Donc, en faisant l'intervention, on ne peut pas garantir à la femme qu'elle n'en aura pas d'autres plus tard dans sa vie. Voilà. Donc, en fonction du projet du couple, voilà, on décidera soit d'enlever les fibromes, c'est la myomectomie, ou d'enlever l'utérus, c'est l'hystérectomie, qui peut être totale ou partielle. Vous avez donc affaire à ces cas de patientes-là qui se voient donc obligées de se faire enlever l'utérus. Très souvent, oui. Et comment cela est vécu? Avant l'intervention chirurgicale, on explique ce qu'on va faire à la patiente, parce qu'une patiente qui n'est pas ménopausée, lorsqu'on enlève son utérus, elle ne verra plus ses règles. Donc, il faut qu'on lui explique tout ça. Ça veut dire on enlève juste la partie où sont les fibromes, mais on gardera par exemple les ovaires. Donc, on expliquera à la dame, vous ne verrez pas vos règles, certes, mais vous ne sentirez pas les effets de la ménopause, puisque les ovaires restent sur place, ils vont continuer de produire les hormones et vous serez vraiment en ménopause. Ça veut dire que vous allez sentir les signes de la ménopause le moment venu. Voilà. Donc, ce n'est pas simple. Pour celles qui ont déjà des enfants, ça peut passer parce qu'elle n'en a plus besoin. Elle n'a plus besoin de son utérus ayant fait autant d'enfants qu'elle veut. Malheureusement, chez certaines personnes, on est contraint de retirer l'utérus pour lui permettre de vivre. Parce qu'on préfère voir cette patiente vivante sans enfant que morte. Voilà. Avec son utérus. Pourquoi? Parce que, je prends l'exemple des transfusions dont on parle. Si on a l'habitude de transfuser la patiente à chaque fois qu'elle saigne beaucoup, il y a des fois où on manque de produits sanguins. Donc, si elle arrive le jour-là et qu'il n'y a pas de produits sanguins, malheureusement, on pourrait la perdre. Il y a aussi des fois, au cours, ça c'est un peu les inconvénients de la chirurgie, avant l'acte chirurgical, on explique à la dame ce que nous allons faire. Si nous allons par exemple pour une myomectomie, ça veut dire l'objectif premier est d'aller enlever les fibromes. Mais il y a souvent des complications au moment de l'intervention qui font courir un risque vital à la patiente. Quand c'est comme ça, la myomectomie peut être convertie en hystérectomie. Ça veut dire on était parti initialement pour enlever les fibromes, mais vu leur nombre, vu leur taille, c'est quasi impossible de garder l'utérus sans faire courir un risque hémorragique à la patiente. Donc, dans ce cas, on enlève l'utérus quand bien même elle n'a pas d'enfant. C'est des cas exceptionnels, mais on en a déjà vu. Une fois que l'utérus est complètement enlevé, et comment les femmes vivent cela? Assez bien, parce qu'avant ce type d'intervention, on essaie d'expliquer à la patiente. On essaie de lui montrer ce que c'est que l'utérus, le rôle de l'utérus. Voilà. Pas seulement à la patiente, mais aussi au conjoint. Parce que nous sommes en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se disent. Une fois qu'on a enlevé l'utérus, elle n'est plus femme. Il y en a qui se... Voilà, beaucoup se disent elle ne pourra plus avoir de rapport sexuel. Beaucoup se disent voilà, ça ne va plus être comme avant. Donc, on fait un entretien avec le couple pour leur expliquer ce qui va se passer. Et justement, très souvent, on se sert de ces choses-là pour leur montrer la partie que nous allons enlever. Donc, le vagin restera sur place. Les ovaires, très souvent, restent sur place si la femme n'est pas à la ménopause. Donc, derrière l'intervention, elle a une bonne qualité de vie et ça se passe très souvent bien. Alors, docteur, quand on est face donc aux différents symptômes, qui est habilité, quel spécialiste donc pourrait donc prendre en charge une femme qui a un fibrome? En général, c'est le gynécologue. Le gynécologue, au Burkina, ici, nous formons des gynécologues obstétriciens. Le gynécologue, c'est tout ce qui a trait à la patiente, à la femme, en dehors de la grossesse. L'obstétrique, c'est quand elle est enceinte. Donc, il y a des gynécologues qu'il faut aller voir. Un gynécologue obstétricien qui saura proposer la conduite à tenir à la patiente selon le cas. Et je le répète, tant que ce n'est pas symptomatique, on ne touche pas.
Tant que ce n'est pas symptomatique, on le laisse là, tranquillement. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'au niveau du Burkina Faso, concernant donc la prise en charge, notamment les interventions chirurgicales, est-ce que les femmes ont accès à cela? Est-ce que ce n'est pas coûteux? Le coût d'une intervention est variable selon les centres privés ou publics, mais il faut en moyenne pour ce type d'intervention, que ce soit retirer les fibromes, la myomectomie ou enlever complètement l'utérus, l'hystérectomie, il faudra une moyenne d'à peu près 200 000 francs, ce qui n'est pas simple chez tout le monde. Donc, c'est l'occasion justement encore de faire ce plaidoyer pour que la gratuité s'élargisse, voilà, à cela. Quand vous parlez donc des interventions, est-ce qu'au niveau du Burkina Faso, toutes les conditions sont réunies? Parce qu'on entend souvent dire qu'il y a par exemple les ressources humaines, mais le plateau technique fait défaut. Est-ce qu'au niveau du Burkina, vous pouvez dire que le plateau technique est réuni pour une intervention chirurgicale donc d'un fibrome? Pour le fibrome, en tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons qu'au Burkina Faso, la prise en charge du fibrome là peut se faire sans problème parce que la plupart des centres munis d'un bloc opératoire arrivent à le faire dans les règles de l'art. Donc, pour la prise en charge chirurgicale du fibrome, en dehors du manque de moyens, souvent chez certaines patientes, pour celles qui ont de quoi faire face, la prise en charge est adéquate au Burkina. Nous allons parler donc fibrome et activité professionnelle. Parce qu'on voit que quand, par exemple, il y a les symptômes, il y a des saignements abondants, vous l'avez dit, des constipations, pour ne parler donc que de ces symptômes-là. Alors, comment la femme peut faire en sorte que ça ne joue pas sur sa profession? Pour les fibromes qui ne sont pas symptomatiques, ça veut dire pour les fibromes qui ne s'accompagnent pas de signes, qui ne font pas parler d'eux. Les fibromes qui sont tranquilles voilà, dans la l'utérus. femme a une qualité de vie comparable à celle qui n'a pas de fibrome. Donc, elle peut mener à bien ses activités professionnelles sans problème. Par contre, celles qui auront des fibromes symptomatiques, imaginez une femme qui saigne en abondance, de manière prolongée, une femme qui ne peut pas tenir 20 minutes sans aller uriner, une femme qui a très mal, il va s'en dire que ça va jouer sur sa qualité de vie, et qui parle de qualité de vie qui est perturbée, elle va nécessairement avoir une baisse de rendement, on aura des absences au service, on aura des retards, on aura des changements de poste, et malheureusement, on assiste souvent à des pertes d'emploi liées au fait que la dame, elle n'est plus efficiente, elle n'est pas productive. J'imagine donc que vous avez déjà eu affaire à ces cas-là. Et quels sont les conseils donc que vous pouvez leur donner à ces femmes en ce qui concerne donc l'amélioration de leur qualité de vie de manière générale et voire professionnelle? C'est rassurer ces patientes. Si vous avez un fibrome qui joue vraiment sur la qualité de votre vie, essayez de rencontrer un spécialiste qui saura vous prendre en charge de manière convenable. Donc, si les saignements-là gênent la qualité de vie, on aura affaire à des médicaments, peut-être qui pourront l'aider. Dans le cas contraire, on pourra lui proposer une intervention chirurgicale. Et comme je l'ai dit, très souvent, ça se passe bien. Docteur, qu'est-ce que vous avez comme conseil donc à donner, des conseils de manière générale aux femmes qui sont en âge de procréer ou même qui ne sont plus en âge de procréer, à toute femme? Parce qu'on voit que toutes, quelle que soit leur catégorie sociale, professionnelle, elles sont exposées aux fibromes. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces femmes-là? Le premier conseil que je pourrais donner aux dames, c'est de vivre leur vie, tant qu'ils n'ont pas quelque chose qui les gêne. De temps en temps, on pourra passer dans les centres de santé pour un examen de routine, pour voir si tout va bien. Et si toutefois, à l'issue de ces examens-là, cliniques comme paracliniques, si le médecin découvre que vous avez un fibrome qui n'est pas du tout symptomatique, il pourra vous donner des informations sur votre pathologie, vous renseigner sur beaucoup de choses et vous surveiller. Voilà. Maintenant, si toutefois le fibrome fait parler de lui, on saura vous proposer une conduite à tenir.
Ça peut aller du traitement médical, comme je l'ai dit tantôt, à la chirurgie. Mais tout cela se fait dans la sécurité. On le fait en faisant une balance entre le risque et le bénéfice. Donc, tant que vous n'avez pas de fibrome symptomatique, on vous laisse tranquille. Juste une surveillance suffira. Mais si le fibrome est symptomatique, qui impacte négativement sur la vie de la patiente, on saura lui proposer une prise en charge en fonction de son cas. J'imagine que vous avez déjà eu à faire des interventions chirurgicales. Quel a été peut-être le poids maximum d'un fibrome que vous avez pu extraire de l'utérus d'une femme? Le poids est variable parce qu'on peut avoir un utérus qui est truffé de plusieurs fibromes de taille variable et de poids variable. On peut aussi avoir des cas où on a un seul fibrome et qui est très volumineux. Donc, pour ma pratique, nous avons déjà vu des fibromes allant de 500 grammes, voire 3 kilos. Il y en a plus, on en a eu plus, mais moi, pour ma pratique courante, 3 kilos. J'aimerais savoir, et de quoi est composée donc cette boule-là? Quand vous arrivez donc à extraire la boule, est-ce que vous faites des analyses pour voir de quoi est composée la boule? Lorsque nous extrayons ces boules-là, il y a un examen qu'on demande, ça s'appelle examen anatomopathologique. On envoie ce que nous avons retiré dans un laboratoire spécialisé. Eux, ils vont regarder et c'est eux qui vont nous dire qu'il s'agit d'un fibrome, c'est-à-dire c'est une tumeur qui est bénigne, ce n'est pas un cancer. Voilà, donc Est-ce qu'il arrive des fois que ce soit un cancer? Sauf si on s'est trompé de diagnostic. Sinon, le fibrome ne se transforme pas en cancer. Il reste un fibrome. Il reste fibrome. C'est une tumeur bénigne, ça veut dire non cancéreuse. Maintenant, si on répond que c'est un cancer, ça veut dire que le diagnostic de base a été faussé. Parce que si nous allons pour un fibrome, très souvent, quand ils ouvrent, ils vont voir que la masse est constituée de tissus fibreux et conjonctifs. C'est comme un peu du lard, voilà, mais plus dense. Mais on entend les femmes dire que c'est dur. Au toucher, c'est dur. C'est dur. C'est dur, exactement comme la dureté est variable parce que le fibrome peut de temps en temps changer de structure. Quand il change de structure, au lieu d'être dur, là, il peut être mou. Merci beaucoup, docteur. Nous allons poursuivre. À présent, nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission Santé pour tous. Bien manger, mieux se porter. Et ce faisant, nous nous intéresserons à l'alimentation en lien avec les fibromes. Docteur, quand on fait un fibrome, qu'est-ce qu'on doit manger pour éviter qu'il n'y ait des complications? Ou bien ça n'a rien à voir avec l'alimentation? On disait tantôt qu'on ne connaît pas la cause des fibromes. On peut par contre jouer sur les facteurs de risque. Donc, un des facteurs de risque du fibrome, c'est l'obésité. Donc, il faudrait éviter de prendre du poids. En faisant quoi? En surveillant ce que l'on mange. Ça veut dire éviter de manger les aliments gras, éviter de manger trop sucré, éviter de manger trop de sel et surtout pratiquer une activité physique quotidienne. Mais une fois que le fibrome est là, comment la patiente doit s'alimenter? Une fois que le fibrome est là, c'est comme je l'ai dit, l'alimentation ne joue pas forcément parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas exactement la cause des fibromes. Nous recommandons aux patientes de manger équilibré. Ça veut dire prendre des fruits de préférence frais, des légumes, éviter l'alcool, éviter le tabac et le café. Ça, c'est des mesures générales qu'on donne à toutes les patientes, pas spécifiquement à celles souffrant de fibrome. Est-ce que en prenant par exemple certains types de médicaments, on peut être exposé à un fibrome? Je dirais non. Quand on parcourt la littérature, on verra certaines choses, mais en général, c'est non. Parce que pour un médicament, avant la mise sur le marché, il y a plusieurs études qui sont faites et il n'y a pas de médicament à ce jour-là qu'on peut incriminer comme étant la cause du fibrome. Et jusqu'à présent, on retient que la cause des fibromes est inconnue.
Donc, si vous êtes sous traitement, vous pouvez prendre vos médicaments, faites-le sous contrôle médical et il n'y a absolument pas de problème. Quand je parle de médicaments, je vais préciser, il s'agit par exemple des méthodes contraceptives, notamment ce qu'on appelle couramment pilule. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ça veut dire, et les médicaments, c'est ces pilules que certaines femmes avalent, que certaines femmes prennent avec les fibromes? Parce que dans les explications, vous avez parlé donc du problème hormonal. Alors qu'on sait, qu'on entend dire que, en général, pour les femmes qui avalent les pilules, ça joue sur les hormones. Est-ce qu'il peut y avoir un lien donc? Pour ce qui est de la pathologie fibromateuse, lorsque l'on rentre dans les explications que les uns et les autres donnent, on voit qu'il y a une hormone qu'on appelle estrogène, produite par les ovaires, qui prend le dessus sur la progestérone. Et effectivement, les pilules que nous donnons aux patientes, ce sont ces hormones-là. Donc, mais la pilule en elle-même ne peut pas créer le fibrome parce que les doses qu'on donne ont fait l'objet d'études qui font que la sécurité dans la prise est assurée. Est-ce qu'au niveau donc des milieux, selon que l'on soit en ville ou encore en milieu rural, la prise en charge, elle est la même au niveau du Burkina Faso? La prise en charge devrait être la même, mais pour le moment, ce n'est pas le cas parce que toutes les structures ne sont pas dotées d'un bloc opératoire fonctionnel et toutes les structures ne disposent pas aussi de personnel qualifié pour faire ce type d'intervention. Donc, mais en général, tous les chefs-lieux de région où il y a des CHR, on arrive à prendre en charge correctement les fibromes. Pour ces femmes du milieu rural, on imagine qu'il y a des difficultés. Oui, pour les femmes du milieu rural, il y a encore des difficultés liées au fait qu'il faut parcourir des distances, d'abord pour avoir un spécialiste, ensuite pour avoir les moyens conséquents pour se faire prendre en charge. Donc, c'est encore la croix et la bannière. Donc, c'est l'occasion pour nous d'inviter nos autorités à avoir encore un œil regardant sur les populations d'un certain niveau afin qu'on puisse rapprocher les soins de qualité de ces populations. Dans les explications, vous avez dit qu'il arrive des fois où on extrait le fibrome de l'utérus et on voit encore d'autres qui repoussent. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est l'alimentation? Quelle est la cause? Comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a eu des fibromes qui sont apparus sur l'utérus sans qu'on puisse dire exactement pourquoi. Donc, ce qui fait que si on va les chercher, la femme étant exposée au même risque pourrait encore développer ces mêmes fibromes-là au cours de son existence. Voilà, donc qu'est-ce qui est à l'origine de ça? On ne sait vraiment pas. Et aussi, la vitesse de la récidive, ça veut dire dépend d'un individu à l'autre. Il y a des femmes, on enlève les fibromes et elles restent sans fibromes toute la vie. Par contre, il y a d'autres, on enlève les fibromes, 1 année ou 2 ans plus tard, le ventre encore se bourre de fibromes. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment? On l'extrait encore? C'est la raison pour laquelle il faut bien mûrir l'idée avant d'aller à l'acte chirurgical. Il faut regarder le projet de la patiente avant de lui proposer un type de prise en charge. Pour une femme qui n'a plus besoin d'enfants, c'est plus sage d'enlever son utérus que d'aller enlever les fibromes, sachant que d'autres peuvent revenir derrière. Une fois que l'utérus est extrait, il n'y a plus de... Une fois que l'utérus est parti, il n'y a plus de possibilité de faire des fibromes. Par contre, quand on va enlever les fibromes en laissant l'utérus sur place, cette femme-là peut encore développer d'autres fibromes. Voilà, donc c'est pour ça, si la patiente a un projet de faire des enfants et que les fibromes ne sont pas symptomatiques, on la laisse tranquille faire ses grossesses. Et maintenant, si les fibromes deviennent symptomatiques plus tard, on pourra lui proposer une autre prise en charge. Dans le cas contraire, on respecte ces fibromes. Et ces fibromes-là, donc, avec la grossesse, vous dites qu'il n'y a pas de problème.
par exemple, si les fibromes ne sont pas asymptomatiques, la femme peut mener sa grossesse sans trop de difficultés. En dehors de la grossesse et pendant la grossesse. En dehors de la grossesse, il y a des fibromes qui empêchent la femme d'avoir une grossesse, de tomber enceinte, liés au fait que le fibrome, de par sa situation, peut boucher même les trompes, ce qui fait que après le rapport, les gamètes ne se croisent pas. Voilà, lié au fait que les fibromes sont situés, par exemple, là, ils bouchent le bout des trompes. Donc, on ne peut pas avoir de fécondation. Donc, le fibrome peut être source d'infertilité. Et si tel est le cas, il faut intervenir. Il y a aussi des fibromes qui, situés derrière l'utérus, ayant un pédicule, peuvent se tordre. Donc, la femme va avoir des douleurs intenses. Voilà, ça fait partie des complications. Et vu la taille ou le nombre des fibromes, s'ils sont situés en avant de l'utérus, ils compriment la vessie, si bien que la patiente, elle a tout le temps envie d'uriner. Ça peut être le contraire, les fibromes sont derrière l'utérus et elle est constipée, elle peut faire plusieurs jours, plusieurs semaines sans avoir les selles. Ce qui est dangereux également pour la santé. Ce qui est dangereux pour la santé. Et maintenant, pour l'association fibrome et grossesse, au premier trimestre, lorsque le fibrome est mal situé, ça veut dire il est là où, dans la cavité on va dire, là où le bébé est censé être, il peut faire des fausses couches. Ça veut dire que la grossesse peut arriver à se fixer et malheureusement ne peut pas se développer parce que le fibrome la gêne. Donc cette femme-là, elle peut faire ce qu'on appelle des fausses couches précoces. Elle peut aussi pouvoir atteindre le 5e mois de grossesse. Et malheureusement, ça se termine par une fausse couche tardive liée au fait que le fibrome, de par sa situation, soit empêche l'utérus de se distendre suivant l'évolution du bébé, ou c'est des femmes aussi qui peuvent faire ce que l'on appelle un accouchement prématuré. Ça veut dire qu'elle accouche avant le 9e mois, lié au fait que l'utérus ne peut plus suivre le développement normal du bébé à cause des boules qui l'empêchent de se distendre. Donc la femme aura tendance à accoucher avant la date prévue pour l'accouchement. Mais est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on appelle les grossesses extra-utérines? À proprement parler, il n'y a pas de lien comme ça, mais comme je l'ai dit, la fécondation en général a lieu là. Ça veut dire au niveau du tiers externe de la trompe. Et ensuite, l'œuf va descendre là pour se fixer dans la cavité utérine. S'il se trouve que le fibrome, il est là et il bloque la descente, l'œuf peut rester dans la trompe et se développer, nous conduisant au tableau que vous avez décrit tout de suite, la GU, la grossesse extra-utérine. Ça veut dire que la grossesse va se développer en dehors de l'utérus parce que le fibrome aura constitué un obstacle à sa descente dans la cavité. Voilà. Et toujours dans ce lot de complications, on voit que c'est dans les femmes qui ont des fibromes, souvent, elles sont à risque de saigner après l'accouchement. Voilà. Donc, à cause des fibromes, ça veut dire une fois que le bébé est sorti, l'utérus avec des fibromes ne peut pas se rétracter convenablement. Donc, très souvent, ces femmes vont faire ce qu'on appelle une hémorragie du postpartum. C'est aussi dans ce lot-là qu'on trouverait des femmes chez qui on va proposer une césarienne. Pour la simple raison que le fibrome est mal placé. Il occupe, par exemple, la sortie là. Donc, la tête ne pouvant pas descendre, on est obligé d'aller chercher le bébé en faisant une césarienne. Voilà. Ces fibromes aussi, ils peuvent être source d'insertion vicieuse du placenta. Ça veut dire le placenta, là où il devait s'insérer au fond de l'utérus, il se trouve qu'il y a un fibrome là. Donc, il est obligé de se mettre de côté et malheureusement, ça conduit à des complications. Voilà. Ce qui est important de signaler aussi est qu'il y a certaines patientes qui viennent parce qu'elles ont appris qu'elles ont un fibrome. Donc, elle est demandeuse de césarienne. Dans la tête, c'est qu'on puisse faire et la césarienne et lui enlever les fibromes dans le même temps opératoire. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas conseillé. Mais ce n'est pas possible, recommandé. c'est faisable. Ce n'est pas faisable. C'est interdit de le faire pour la simple raison que pendant la grossesse, l'utérus est bien vascularisé. Donc, en voulant enlever les fibromes dans le même temps opératoire, on fait courir un risque hémorragique à la patiente. Donc, on ne le fait pas. On va sortir le bébé, refermer, elle va rentrer chez elle et revenir plus tard
pour se faire prendre en charge si toutefois les fibromes sont symptomatiques. Voilà. Nous sommes au terme de l'émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose donc à ajouter. C'est de rassurer les femmes, comme on l'a dit, les fibromes, ça existe, mais très souvent c'est asymptomatique. Donc si on a un fibrome dans l'utérus et que ce fibrome ne vous gêne pas, ce fibrome ne vous pourrit pas la vie, oubliez le fibrome, vaquez librement à vos occupations. Ce n'est pas un fibrome qui va vous créer des problèmes. Et dès qu'il commence à faire parler de lui, consultez un spécialiste qui saura vous proposer un traitement adéquat. Alors le message est bien passé. Se référer à un spécialiste dès qu'on a tous ces symptômes-là. Alors, nous sommes au terme de l'émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous disons également merci au docteur Fidèle Nanema qui, je rappelle, est gynécologue, obstétricien au CMA Source de Vie à Ouagadougou et au centre médical Tabinga de Yako ou encore Solidarité. Merci pour votre participation, docteur. Merci pour les informations sur le fibrome. Des informations qui, j'en suis persuadée, vont permettre à ceux qui nous ont suivis d'en savoir un peu plus sur cette maladie et de prendre les précautions nécessaires pour l'éviter. Également, nous disons merci à toute l'équipe de réalisation. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous.